Une révolution immobilière est en marche en Israël. Depuis la prise de conscience des risques de tremblement de terre, l'État d'Israël a entrepris une politique de renforcement des immeubles ne répondant pas aux normes sismiques. Depuis 2005, un plan national d'urbanisation a donc été instauré. Ce plan, appelé Tama 38, vise avant tout de rénover les immeubles et par la même occasion embellir les villes. Un projet qui divise, aubaine ou bien cauchemar. On en parle tout de suite après le reportage réalisé par Julie Ebaud. Regardez. Rénover, renforcer, sécuriser, le marché de l'immobilier s'offre une nouvelle beauté grâce au projet Tama 38. Tama 38, c'est le nom de ce grand plan d'urbanisme décidé par l'État en mars 2005. Ses missions, consolider les bâtiments vétustes contre les tremblements de terre et embellir le patrimoine. À Tel Aviv, la révolution Tama 38 est en marche. La grande ville israélienne fourmille de vieux immeubles. En voici l'un d'eux. Il s'apprête à subir un sérieux ravalement de façade. Eli Friedman, agent immobilier sur Tel Aviv, en maîtrise les enjeux économiques. Ajouter des étages, rénover l'immeuble, renforcer l'immeuble contre le tremblement de terre et ajouter une plus-value à l'immeuble. Tama 38 veut bien donner une réponse au problème de trouver des terrains vides. Trouver un terrain vide, ça coûte très cher. La Tama 38 répond à une rénovation des patrimoines, l'embellissement de la ville, sans que les propriétaires déboursent un centime. Encouragé par la mairie, le projet de rénovation, c'est du gagnant-gagnant, comme nous l'explique Dalia, architecte. Il y a un deal en Israël, vous savez, on aime bien le win-win, c'est-à-dire que ce sont des promoteurs qui vont acheter des droits à la construction, c'est-à-dire les toits, et en échange, ils vont construire un ascenseur, puisqu'on va faire un immeuble de 6-7 étages, et ils vont aussi donner des chambres fortes, et rénover l'immeuble. Donc chacun, c'est-à-dire que les appartements ils vont être moins insalubres et ils vont surtout avoir une plus-value. Et nos villes vont paraître un peu plus belles à vivre. L'ambition du Tama 38 est de servir les intérêts de chacun, aussi bien entrepreneurs que propriétaires. Pour ce faire, les entrepreneurs doivent obtenir l'accord des 2/3 des propriétaires de l'immeuble. Le feu vert obtenu, les travaux peuvent débuter. Mais d'après certains possesseurs de biens immobiliers, certains entrepreneurs laisseraient parfois les propriétaires sans nouvelles. Ils m'ont fait signer une procuration sur 5 ans, ils m'ont dit que ça prendrait que 2 ans et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Pire encore, ils profiteraient de la méconnaissance de certains habitants. Des promoteurs sont venus à plusieurs vérifier si notre quartier était attirant pour faire le projet Tama 38. C'est très lucratif et ça, on l'a bien compris. Et à chaque fois, on nous envoie des personnes sorties de nulle part qui nous donnent des papiers à signer et qui nous vendent un rêve. On va vous faire un nouveau quartier tout beau, tout neuf. Si ce vaste projet national de réhabilitation connaît une certaine embellie, cette révolution immobilière profiterait surtout aux entrepreneurs et dans bien des cas, découragerait bon nombre de propriétaires. Et en plateau avec moi, Julie Ebaud, bonjour, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Isabelle Dajou, bonjour, vous êtes journaliste mais aussi agent IMO. Il faut être très polyvalent ici en Israël. Et puis vous, Uriel Boubli, vous êtes avocat et notaire à Tel Aviv. Alors on va commencer par vous, Julie, dites-moi, est-ce que ce grand projet de rénovation, finalement, ça ne va pas faire perdre son âme à la ville blanche? Eh bien, le Tama 38 est l'un des plans de rénovation les plus importants. On l'a vu dans le reportage. La priorité, c'est de renforcer la sécurité des immeubles et par la même occasion d'embellir la ville. Alors, est-ce que ça va faire perdre l'âme de Tel Aviv? Il me semblerait que non, pour la simple et bonne raison que Tel Aviv est classée et déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO et qu'elle est soumise à des règles de conservation du patrimoine qui sont très rigoureuses. Donc le Tama 38 ne devrait pas affecter l'aspect architectural des quartiers qui sont concernés. Il ne s'agit pas d'une métamorphose, mais bien d'un renforcement de la sécurité et d'une amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Donc si la ville blanche se modernise, eh bien ces petits changements ne devraient pas porter atteinte à l'intégrité de l'ensemble urbain dans le futur. Voilà, l'authenticité de la conception architecturale reste tout de même bien préservée. Merci Julie. Alors Isabelle, quel est l'intérêt pour un futur acquéreur d'acheter finalement dans un immeuble où il y a déjà un Tama 38? L'intérêt d'acheter dans un immeuble en cours de Tama 38, tout d'abord, vous allez avoir la réelle estimation de la fin des travaux. Ensuite, vous allez avoir, si vous voulez acheter un appartement en direct du promoteur, vous allez avoir toutes les garanties bancaires requises ainsi que des échéances de paiement comme un projet. Par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir des prix coup de fusil car le promoteur va vendre et justifier ses prix avec un cahier des charges qui sera élevé. Alors justement, Uriel Boubli, imaginons que l'on soit propriétaire dans un immeuble en cours de Tama 38. Quel conseil vous donneriez à ces gens ?
Tout d'abord, il faut voir quelle sorte de Tama 38 elle veut faire. Comme je l'avais expliqué, le Tama 38A et Tama 38B. Tama 38A, ça veut dire on va renforcer les fondations, on va construire 1 ou 2 étages. Et comme Tama 38B, ça veut dire démolir l'immeuble et construire un nouvel immeuble. Ce que je propose, c'est le syndic de l'immeuble. D'abord, il doit prendre conseil avec un avocat. Mais est-ce que tous les immeubles ont un syndic ici en Israël ? Pas tous les immeubles d'un syndic, mais si y a un immeuble faire un Tama 38, ils sont obligés de se réunir, prendre un inspecteur qui comprend et qui s'y connaît dans le domaine d'immobilier pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce que cet immeuble il peut faire, et à ce moment-là, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut réclamer du promoteur. Bon, qui décide des travaux effectués ? On l'a vu dans le reportage de Julie, c'est un architecte ? Oui et non, ça veut dire par rapport au droit du Tama 38, ce qu'on peut faire, c'est un architecte, mais une autre fois, tout à la base, c'est la négociation avec le promoteur, parce que ça dépend où on fait le Tama 38. Dans le Tama 38, à la base, on vend de droits de construction. Le droit de construction sur Tel Aviv, c'est un prix, et dans le nord, dans le sud, c'est pas le même prix. Ça veut dire que sur Tel Aviv, par exemple, les propriétaires peuvent réclamer du promoteur beaucoup plus. Justement, Isabelle Dajeux, alors pour un futur acquéreur ici à Tel Aviv, est-ce que finalement, le coup de fusée, comme vous le disiez, ce ne serait pas de trouver, d'aller à la recherche de ces immeubles qui potentiellement pourraient avoir un Tama 38 pour ensuite avoir une plus-value à la revente, pourquoi pas ? Effectivement, quand on parle de Tel Aviv, ça serait idéal, mais c'est pratiquement impossible. Les personnes propriétaires déjà d'un immeuble qui a une option de Tama 38 vont attendre précieusement d'avoir justement ce promoteur qui va venir proposer et ensuite mettre leurs biens à la vente. Bon. Maintenant, s'ils le trouvent, il faut quand même faire très attention. C'est une procédure qui prend du temps. Et donc beaucoup de patience. Alors justement, vous parliez du choix de l'entrepreneur. Qui va choisir cet entrepreneur, Ouriel ? C'est le syndic de l'immeuble. Ça veut dire, c'est pour ça, on va dire, il y a des immeubles qui essaient de le faire eux-mêmes. Ça, c'est un point. Mais sinon, c'est le syndic de l'immeuble qui doit faire une sorte de proposition à plusieurs promoteurs pour leur proposer. Bon, alors moi j'aimerais qu'on parle des différentes histoires qu'on entend ici en Israël, notamment méfiance par rapport à ces chasseurs de signatures, c'est-à-dire ce sont des individus qui viennent frapper à votre porte et qui vous demandent la signature en vue peut-être de réaliser un Tama 38. Est-ce que ces gens-là, on peut leur faire confiance ? Ces chasseurs, c'est des promoteurs. C'est des promoteurs qui cèdent devant le Tama 38. Le vrai problème, c'est que beaucoup de fois, il y a une sorte de... Ils ne sont pas assez professionnels, ils ne connaissent pas assez ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il faut être très méfiant et pas signer d'avance des sortes de procuration à ces sortes de promoteurs-là, qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que pendant 1 an, pendant 6 mois, l'immeuble ne peut pas faire avancer le Tama 38 et il est bloqué avec un promoteur qui n'est même pas sûr d'effectuer à la fin le contrat avec lui. Bon. Si je peux rajouter quelque chose, il est très important aux propriétaires, quand on vient leur proposer un Tama 38, de demander justement des cartes de visite. Parce que les promoteurs qui construisent des Tama 38, on a déjà construit. Et donc, ils ont la garantie que ça marche, qu'ils ont les bons rapports avec la mairie. Il y a déjà une expérience en Israël. Et vérifier, en fait, c'est dire. Comment ça se passe si, par exemple, l'entrepreneur dépose le bilan alors que les travaux ne sont pas terminés ? Et Dieu sait que ça arrive souvent ici. Tout ça, ça va être écrit, on va dire, dans le contrat. C'est pour ça qu'il faut rédiger un bon contrat d'avance. Il ne faut pas laisser au promoteur de vendre tous les appartements d'un coup. Ce qu'on fait normalement, on donne au promoteur la possibilité de vendre les appartements au fur et à mesure. Ça veut dire après qu'il a renforcé l'immeuble, par exemple, un appartement, après qu'il a mis l'ascenseur, un deuxième appartement, et à ce moment, prendre toutes les garanties. Il faut aussi préciser que le promoteur a une assurance pour exactement, pendant un cas, s'il dépose le bilan ou s'il a un problème, que le syndic ou que l'immeuble puisse prendre le relais et terminer l'immeuble. Bon, alors on parle des propriétaires. Qu'en est-il des locataires, Isabelle Dajou ? C'est vrai que les gens qui louent comme ça des appartements qui se retrouvent au milieu de travaux énormes qui durent on ne sait pas combien de temps, est-ce qu'eux, ils ont le droit d'être indemnisés ? Alors, ils ont le droit d'être indemnisés, c'est-à-dire que le propriétaire va proposer un rabais dans le loyer. Donc, il y a beaucoup de personnes que ça intéresse. On peut les relocaliser peut-être aussi ? Alors, il y a aussi des possibilités de localiser les personnes, mais en général, c'est que dans la deuxième Tama 38-2, quand l'immeuble doit être détruit. Autrement, il ne touche pas. Bon. Mais ce qu'on fait, normalement, j'ai déjà vu des cas, c'est que le promoteur d'avance, il sort les propriétaires pour une histoire de 1 mois, 2 mois, le temps qu'il refait la cage d'escalier et tout ça, et à ce moment-là, oui, il leur paye une sorte de loyer ou même un hôtel. Ils sont où ces Tama 38 ? Ils sont au centre-ville ou ils sont en périphérie ? Comme je l'ai dit au début, le Tama 38 invente des droits de construction. Alors c'est pour ça, ça on va dire pratiquement partout, mais c'est plus logique ou c'est plus rentable, on va dire, au centre d'Israël, plus même des villes comme Ra'anana, il y a beaucoup de Tama 38, Netanya. À Tel Aviv, avant la mairie, elle n'encourageait pas les propriétaires de le faire. Pourquoi ? De nos jours, parce qu'ils pensaient qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple, s'ils rajoutent 2 étages, un problème de parking, il y a un problème des égouts, et tout ça, ils ont essayé de résoudre. De nos jours, la mairie de Tel Aviv
elle donne vraiment des avantages à des immeubles qui veulent faire Tama 38. Et je pense que c'est un bon projet. Il faut que prendre les précautions à l'avance. En résumé, Auriel, vous pouvez nous dire quels sont les avantages de ce Tama 38 et surtout quels sont les risques? Les avantages d'abord, quand on reçoit un immeuble renfoncé, il faut savoir qu'il y a un problème de tremblement de terre en Israël. Alors déjà sur ce problème-là, c'est la base du Tama 38, déjà ça va résoudre. À part ça, l'immeuble il va être rénové, la façade va être rénovée, ils vont en rajouter un ascenseur, ils vont rajouter une pièce jusqu'à 25 mètres carrés qu'on peut rajouter une pièce sans que ça soit imposable. Tout ça, c'est les avantages. Les risques, une autre fois, c'est de savoir le faire d'une bonne manière, c'est-à-dire prendre les bonnes précautions, faire ça avec le bon promoteur. Exactement. En tout cas, le Tama 38, c'est peut-être le bon plan à Tel Aviv qui caracole largement en tête du classement des villes les plus chères du pays. Il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Un 4 pièces coûte en moyenne 3 millions de shekels, soit un peu plus de 700 000 €. Une moyenne qui cache de larges disparités selon les quartiers. Acheter un appartement à Tel Aviv est donc devenu un rêve inaccessible à de nombreuses familles. On regarde tout de suite le reportage signé Fleur Citruc. Regardez. Il est 16h, c'est la sortie des classes dans ce quartier branché du centre de Tel Aviv. Shelly vient chercher Ali, sa fille de 6 ans. Maman, j'ai gagné dans un nouveau jeu. Shelly est propriétaire de son logement, ce qui fait d'elle un oiseau rare parmi les parents d'élèves. Je suis locataire et je viens de déménager car l'appartement que je louais a été vendu. Mais je reste ici car c'est mon quartier. Mes enfants vont à l'école ici, c'est là qu'ils ont leurs amis. Des rues verdoyantes, des terrasses animées, il fait bon vivre dans le centre de Tel Aviv. Shelly habite tout près de la place Dizengoff, rendez-vous des artistes et des flâneurs. Avant de rentrer à la maison, elle s'offre un thé glacé. C'est le café du quartier, chaque quartier du centre de Tel Aviv a le sien. Sur leur frigo, ils ont même la photo de tous les enfants du quartier. Si vous venez le vendredi ici, tout le coin de verdure qui est derrière moi est noir de monde. Il est impossible d'avoir une place. Shelly habite au 3e, sans ascenseur, dans un immeuble datant des années 50. Elle a payé 370 000 € son appartement de 100 mètres carrés. Le bonus, l'accès au toit terrasse qui fait partie des charmes de Tel Aviv. On a eu beaucoup de chance car on a acheté en 2010, une seconde avant que les prix montent. Tout le monde disait les prix sont trop élevés, il faut attendre que ça baisse. Mais moi j'ai dit ça va encore grimper et c'est ce qui s'est passé. En 6 ans, les prix ont été multipliés par 2. Aujourd'hui, cette avocate, mariée à un journaliste, ne pourrait pas s'offrir cet appartement. Je suis triste car beaucoup de nos amis qui fréquentent l'école depuis 6 ans avec ma fille doivent quitter Tel Aviv car ils n'ont pas pu acheter d'appartement à temps. Il reste encore les artistes ou les célibataires, mais petit à petit, le quartier se transforme. On détruit les vieux immeubles pour construire des tours et les anciens locataires partent. À la place, il y a beaucoup d'Européens et de Français qui achètent des appartements de vacances qui restent vides la plupart du temps. La flambée des prix pousse les jeunes couples à s'éloigner du centre-ville. Lee est maquilleuse. Avec son mari musicien, elle vient tout juste d'acheter un 4 pièces au nord de Tel Aviv, à Ramat Aviv, le quartier de l'université, au prix de 700 000 €. J'aurais préféré vivre dans le centre de Tel Aviv, c'est là que j'ai passé toute mon enfance. Mais mon mari voulait un appartement avec un parking et ascenseur, ce qui ne se trouve pas vraiment dans le centre. En plus, avec notre budget, on aurait pu seulement acheter un appartement dans de l'ancien, en mauvais état, ce qui implique de gros travaux pour le restaurer. Même les quartiers populaires du sud de Tel Aviv, Jaffa, Florentine, ont vu leur prix s'envoler ces 10 dernières années. Le 2 pièces le moins cher que nous ayons en ce moment dans Florentine est à 400 000 €. Nous avons des appartements encore moins chers, mais dans des quartiers plus excentrés, comme Shapira. Raphaël vit depuis 5 ans à Tel Aviv. Je suis en location en fait, depuis que je suis arrivé en Israël. Après, j'ai vendu un appartement à Paris, mais vu les prix en Israël, je ne suis même pas sûr de pouvoir passer à l'achat. Donc voilà un peu la situation. Je vais peut-être regarder d'autres Givatayim, Ramat Gan. Je ne suis pas sûr de me concentrer sur Tel Aviv. Autrefois quartier industriel et bohème, Florentine attire de plus en plus de familles et d'investisseurs. Noah cherche à acheter un 2 pièces avec son mari. On a un budget de 475 000 € maximum. C'est pour ça qu'on a pensé au sud de Tel Aviv. On a reçu un héritage et nos parents nous aident. Je pense qu'aucun couple en Israël ne peut s'en sortir tout seul. Il faut l'aide de la famille. C'est vraiment dur.
Malgré l'envolée des prix, la ville blanche continue d'attirer de nouveaux habitants, principalement des jeunes. 1 habitant sur 3 est un jeune adulte. Donc on vient de le voir, les prix très chers ici à Tel Aviv. Et cette jeune femme qui a fait un investissement incroyable, un 100 mètres carrés avec terrasse, à ce prix-là, c'est impossible aujourd'hui, Isabelle? Aujourd'hui, trouver la même chose dans l'endroit où elle est géographiquement, c'est pratiquement impossible, oui. Bon, Ouriel, pourquoi cette frénésie autour de Tel Aviv? Parce qu'il y a quand même d'autres villes qui sont sympas à habiter. Pourquoi se focaliser sur Tel Aviv? Les gens, ils veulent habiter au centre, mais je pense que tout doucement, ils comprennent que comme pas tout le monde habite le centre de Paris et pas tout le monde habite le centre de Manhattan, et ben pas tout le monde habite à Rothschild à Tel Aviv. C'est normal. De nos jours, même si on prend de Givatayim vers le centre de Tel Aviv, c'est une histoire de 1 quart d'heure, 20 minutes, pas plus que ça. Justement, qu'en est-il, Isabelle, de ces villes comme Givatayim ou comme Ramat Aviv? On l'a vu dans le reportage, Lily, la maquilleuse, elle ne regrette pas du tout son choix. Alors, j'aimerais quand même faire la différence. Givatayim, Ramat Gan, ce sont des villes qui sont bordure frontière avec Tel Aviv. En revanche, Ramat Aviv fait partie de Tel Aviv. Donc, c'est des quartiers qui ont entre 10 et 15 ans. Les immeubles sont récents. Et c'est vraiment le bon compromis, car le prix au mètre carré est plus bas pour les gens qui désirent vraiment habiter Tel Aviv. D'autant que c'est très verdoyant là-bas. Alors, Ouriel, si les gens veulent acheter un appartement dans un immeuble où il y a un Tama 38, quelque chose de très important à spécifier, est-ce que la banque finance? Il faut obtenir un accord de principe d'abord à l'avance, parce que la banque réclame des sortes d'obligations du promoteur que pas toujours il est capable de les fournir. Normalement, la banque ne veut pas financer au premier stade, ce qui veut dire, il veut dire, ok, après que vous avez renforcé l'immeuble, à ce moment-là, nous, la banque, on peut venir et on peut commencer à financer. C'est pour ça, une fois qu'il faut recevoir un accord de principe et bien vérifier si les garanties que le promoteur donne, ils sont acceptables vers la banque. Ça les freine, les consommateurs, enfin les futurs clients, Isabelle? Ça dépend. C'est un autre moyen de financer quand même. Oui, mais c'est vraiment individuel parce qu'en général, les Tama 38, quand on parle sur Tel Aviv, sont très bien placés. Donc les gens sont prêts à mettre un apport plus grand et ensuite financer avec la banque. Et tout dépend, il faut que prévoir le contrat. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible, mais il faut prendre les précautions à l'avance parce que dans le contrat, tout va être défini. Oui. Et dans le contrat, le faire d'une manière qu'on pourra obtenir le Parce que prêt. vous parlez du Tama 38 ici à Tel Aviv. C'est vrai que c'est très intéressant parce que le prix au mètre carré est très haut. Donc les investisseurs, évidemment, s'arrachent ces immeubles qui peuvent finalement, ils peuvent gagner de l'espace. Mais ailleurs en Israël, finalement, le prix, la construction est le même. Et le prix au mètre carré est beaucoup moins cher. Donc il n'y a pas d'intérêt. Exactement. Mais exactement sur ça, il y avait un projet de loi qui voulait donner la possibilité aux promoteurs qui construisent en dehors de Tel Aviv, avoir la possibilité de prendre des droits de construction et les transférer vers Tel Aviv, des autres projets qu'il a. Ils sont en train de vérifier tout ça. Il faut savoir aussi qu'ils ont donné la possibilité, au début, un Tama 38, c'était que pour un étage. À ce moment-là, c'est pour deux étages et demi, ça devient un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils recherchent les clients quand ils viennent ici, Isabelle Dajou, pour acheter un appartement? Ça dépend. Si c'est un investissement ou c'est pour avoir un bien pour venir y habiter. Ils recherchent d'abord si pour un investissement qui ait une bonne rentabilité en termes de plus-value, parce que la rentabilité locative en Israël est pratiquement nulle. En revanche, si c'est pour venir habiter, ils vont chercher l'endroit géographique où ils vont être agréablement surpris de descendre, où ils n'ont pas besoin de voiture et passer de bonnes vacances. Ils ne cherchent pas l'entre-deux, ils se disent pas on veut acheter l'appartement où on viendra habiter un jour? Je pense que non. Ils vont d'abord chercher un bien qui va faire la transition entre les deux, parce qu'en général, les gens qui ne viennent pas habiter vont chercher un triangle d'or touristique. Oui. Alors justement, ces projets de rénovation, il n'y en a pas qu'en Israël. À Moscou aussi, un gigantesque projet de réhabilitation a été lancé l'été dernier dans la capitale russe. Un projet qui vise à rénover près de 200 rues sur 3 ans. Regardez. Des tas de pavés et des montagnes de sable. Voilà ce qui attend les moscovites pour les 3 ans à venir, en attendant le nouveau Moscou. Quand le dernier maire est parti et le nouveau a accédé au pouvoir, Moscou n'était pas belle à voir. Aujourd'hui, nous faisons passer Moscou au niveau supérieur. Elle sera plus confortable. Moscou vante le plus grand projet de restauration urbaine depuis les Jeux Olympiques de 1980. Quelques 200 rues du centre-ville devraient changer de look. Et en donnant la priorité aux piétons, aux transports en commun et aux espaces de détente, Moscou veut surpasser les capitales européennes. Je pense que c'est une bonne chose, parce que les rues qui sont déjà finies sont magnifiques. Tout est pensé pour les cyclistes et les piétons. Même en tant que conducteur, je comprends très bien que la ville doit s'articuler autour des piétons et des cyclistes. Les autorités ne font pas la guerre qu'aux trottoirs en ruine.
La police compte officiellement rétablir l'ordre et la sécurité et a commencé par déloger les musiciens et les peintres de rue de la célèbre artère Arbat. Certains d'entre eux y jouaient depuis 30 ans. Mais ces artistes bravent l'interdit et se disent menacés et exclus de ce projet de nouvelle ville. Un homme comme moi, compositeur et musicien, qui a donné 40 ans de sa vie au public, une personne éduquée qui a gagné de nombreux concours, eh bien elle n'est rien. Nous ne pouvons même plus contribuer légalement à la culture de notre pays. Selon la mairie, les 3/4 des moscovites soutiennent ce projet, malgré son prix, 1,8 milliard d'euros. Mais pour ses détracteurs, c'est une partie de l'âme de la ville qui risque de disparaître. Julie, ceux qui payent les pots cassés, les artistes. Les artistes, oui, et comme on l'a vu, donc à Moscou, il y a du changement, des projets de rénovation, un projet de nouvelle ville qui change complètement le visage de Moscou. C'est au total, vous l'avez dit, 200 rues qui vont être relookées d'ici 3 ans. Alors oui, la ville s'est transformée, elle s'est débarrassée de ces constructions peu harmonieuses. Les places sont plus dégagées, donc la priorité est donnée aux piétons, aux transports en commun et aux zones de détente. Alors désormais, les trottoirs s'élargissent, les pistes cyclables fleurissent, mais dans cette mégalopole de 15 millions d'habitants, eh bien, malheureusement, on voit qu'ils vont voir disparaître leurs artistes de rue qui, pour la plupart, sont là à jouer depuis une trentaine d'années. Ce sont eux qui ont apporté ce petit supplément de charme, ce petit supplément d'âme de la ville, et malheureusement, eux se voient confisquer leurs instruments de musique et ne vont malheureusement pas partager à ce projet de rénovation. Donc oui, ce projet vient améliorer la qualité de vie des habitants, mais il reste quand même très controversé. Alors justement, Auriel, il n'y a pas que les villes israéliennes qui s'embellissent, on vient de le voir. Oui, mais je pense qu'en Israël, quand même, c'est une possibilité très très unique, on va dire, qu'ils ont trouvé, pour d'un côté donner ces droits-là de construction et d'un autre côté donner la possibilité aux propriétaires qui habitent ces appartements-là avoir la possibilité de renouveler leur immeuble et renforcer les fondations. Win-win, ce qu'elle avait dit, je pense que c'est exactement ça. Isabelle Dajou, quand les clients viennent vous voir, est-ce qu'ils sont étonnés des prix que vous leur annoncez en Israël ? À Tel Aviv en particulier. Ils sont très étonnés, mais je pense qu'ils commencent à comprendre que les prix augmentent. Il faut savoir que le marché israélien est d'abord un marché israélien, pas que des Français achètent, et c'est un marché en pleine effervescence. Et il n'y a rien à faire. Vous avez vu, en 2010, elle a acheté ses 100 mètres avec cette usufruit sur le toit, ce qui est extraordinaire, à 360 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est même pas le prix d'un 50 mètres carrés à Florentine. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de lait, de production de lait. Ce grand dossier sur le Tama 38 s'achève. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Restez là, je reviens dans quelques minutes à peine.